Euh, Bienvenue à tous. Donc, dans cet événement de la communauté, donc vous êtes tous des gens de la communauté, donc je n'ai pas besoin de vous la représenter, ça c'est bon. Je vous présente Fabien Taillon qui est avec nous. Hop, je vais passer la slide. Bonjour Je te à laisse te tous. présenter 2 secondes si tu veux. Ouais, ouais. Je m'appelle Fabien Taillon, je suis CTO chez Texai. Donc, on est une boîte de consulting Salesforce Pure Player parisienne. On est une cinquantaine de personnes focusées sur l'expertise Salesforce, donc qualité plutôt que quantité. Moi-même, je suis MVP Salesforce, donc c'est un titre que donne Salesforce aux personnes, on va dire, les plus actives dans la communauté depuis 6 ans. Maintenant, et on est 200 en France, 200 dans le monde, donc pour donner une petite idée du nombre de MVP qu'il y a. Et puis, je m'occupe aussi du développeur groupe parisien. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, tous les mois, tous les 2 mois, ça dépend un petit peu, surtout en ce moment, mais on fait une soirée, généralement 18-19 heures jusqu'à 21 heures par là, pour présenter un sujet technique, une nouveauté Salesforce, par exemple, inviter des intervenants, etc. Donc, je travaille sur Salesforce depuis 2009, donc voilà, je suis bien impliqué dans la vie de la communauté Salesforce. Et puis, je connais bien la techno Salesforce parce que j'ai trempé dedans depuis un petit moment. Voilà. On a déjà des gens qui commencent à partir. Le petit Tulu, c'est quelqu'un qui est parti. C'est hyper bon signe, désolé Fabien. Merde, j'ai trop parlé, ça y est. Non, en général, c'est à moi qu'on dit ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, je suis Jean-Baptiste Roncin, je m'occupe des business operations chez Lifen. Lifen est une société dont l'objectif est de digitaliser la santé. Pour ceux qui ne nous connaissaient pas, il n'y a pas trop de raisons que le grand public nous connaisse parce qu'on travaille en particulier avec les praticiens et les établissements de santé publique. Pour vous donner quelques chiffres, on a 40% des comptes rendus médicaux qui passent par nous tous les jours de façon sécurisée et digitale. Et donc, on a environ une dizaine de milliers de praticiens qui bossent avec nous et surtout les 500 dans les 500 plus gros établissements, on a plus de la moitié qui bossent avec nous et globalement, on a 500 établissements qui bossent avec nous, en public comme en privé. Voilà, ça c'était juste pour histoire de dire qu'on a fait la petite présentation du départ. Et donc, Fabien intervient dans cet événement-là parce qu'on bosse beaucoup ensemble depuis quelques temps et qu'il est pas mal impliqué. Son objectif là n'est pas de récupérer le carnet d'adresse de tous ceux qui sont rentrés dans l'événement. Vous ne serez pas chassé par Texai juste après, sauf si vous avez envie de les contacter. Vous pourrez le faire si vous avez envie, mais par contre, vous ne serez pas contacté par Fabien. C'est un engagement de ma part, donc attention, Fabien. Je me suis engagé, t'inquiète. J'ai vu mon sang. Pour commencer, je vais prendre un tout petit peu la parole et après je laisserai la main à Fabien sur les prochaines slides. Donc, Salesforce SFDX Salesforce DX, et du coup, c'est ce qu'on appelle SFDX. Qu'est-ce que c'est? Concrètement, c'est un ensemble d'outils proposés par Salesforce qui vous propose une meilleure, en gros, une expérience de vrais développeurs. Et donc, concrètement, ça se situe dans un outil de ligne de commande. Je vous rassure, on va vous montrer, ce n'est pas si compliqué que ça. Donc ça, c'est vraiment le truc high level et après, je laisserai plutôt Fabien en discuter. L'intérêt, c'est que vous avez des environnements de développement qui sont basés sur des scratch-org. Pour ceux qui connaissent la terminologie de Salesforce, ce n'est pas des sandbox. C'est encore un autre type d'organisation qui est plus petit qu'une sandbox, qui a des limitations un peu plus basses, qui vous permet de développer dans un environnement complètement sécurisé avec les bonnes données. Et ce qui est important, en fait, c'est qu'il y a deux points importants dans les opérations manuelles que vous faites tout le temps. C'est que là, en fait, on va faire le source tracking, donc vous savez qu'est-ce que vous avez changé à quel moment. Et pour le reste, je te laisse la main, Fabien. Ok. Ouais, enfin, c'était sur mes slides, c'était vraiment pour survoler, hein, mais c'est vrai que Salesforce était un petit peu à la ramasse comparé à d'autres technos en termes de tout ce qui est intégration continue. Enfin, vous aviez souvent dans le SI d'un côté le projet Salesforce et le reste des projets. Et les projets Salesforce, c'était très manuel avec beaucoup de j'ai pas des trucs en prod à la main, il y a des droits qui sautent, il y a des machins qui ne sont pas déployés, etc. Et c'était assez dur d'implémenter tout ce qu'on faisait sur d'autres projets avec Salesforce parce qu'il manquait plein de choses. Donc, comme tu l'as dit, ils ont enfin créé un vrai CLI, donc on peut scripter. Les scratch-org, l'intérêt, là, c'est vraiment que, en fait, aujourd'hui, quand on travaille sur une prod, c'est un petit peu la prod, la référence. Je vais faire des trucs en prod, je vais créer des sandbox à partir de la prod et mon environnement de développement va être créé à partir de l'environnement de prod. Ça va être des copies de la prod. Alors qu'avec les scratch-org, on se retrouve un petit peu ce qu'on a sur les autres technos, c'est-à-dire que la base de mon outil de développement, c'est la source. Donc, c'est ce qu'on va voir potentiellement dans GitLab, dans GitHub, quel que soit ce que vous utilisez comme gestionnaire de sources. Ça veut dire que tout ce que vous allez faire, vous avez pu créer un environnement de développement à partir de la production. Vous allez créer un environnement de développement basé sur la branche sur laquelle vous êtes. Alors, je ne sais pas si c'est interactif comme session. Donc, si des fois je dis des trucs qui sont un peu obscurs ou quoi, vous n'hésitez pas à m'arrêter.
ou à poser les questions dans le chat. Éventuellement, Jean-Baptiste relayera, mais n'hésitez pas à m'interrompre. Mais voilà, c'est vraiment créer des environnements qui sont ISO source, ISO branche. Et puis, effectivement, toutes les opérations manuelles qu'avant, bah, voilà, vous connaissez sûrement. J'ai fait un changement, j'ai créé un nouveau champ, je fais un change set, je coche le champ, LP, je l'ai hâte, pas de chance, j'ai oublié le permission set qu'elle est avec. Bon, bah, je débloque la moitié des trucs. Le source tracking, c'est une seule commande et c'est l'org qui nous donne nos changements automatiquement. Donc, il n'y a pas de bouton aujourd'hui, c'est une ligne de commande, mais on pourrait imaginer, je clique sur un bouton, en gros, c'est comme s'il nous crée le change set automatiquement, presque. Il nous récupère les changements tout seul. Et puis, l'intérêt, c'est que Salesforce DX, c'était un gros projet côté Salesforce, c'est-à-dire que ce n'était pas que des outils. Ils avaient beaucoup d'équipes qui bossaient dessus. Et donc, depuis que le projet a été lancé, il y a peut-être 4 ou 5 ans maintenant, ils ont aussi complété pas mal d'API qui manquaient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouviez pas forcément déployer tout, simplement parce qu'il n'y avait pas d'API. Donc, il n'y avait aucun choix à part mettre une action manuelle. Ils ont complété beaucoup de choses et il y a un document, la Metadata Coverage Report, j'ai mis le lien, qui vous indique un petit peu toutes les métadatas qui existent. Alors, bon, il en manque quelques-unes, mais si c'est supporté ou pas dans la Metadata API, si c'est supporté ou pas dans les change sets, si c'est supporté ou pas dans le... Ah, voilà, ils vous listent un petit peu tout. Ça vous permet de savoir s'il y a un truc que vous n'arrivez pas à déployer. Vous pouvez regarder. Si Metadata API, ce n'est pas coché, bah, vous savez que malheureusement, vous ne pouvez pas le cocher. Mais heureusement, il y en a de moins en moins. Pour expliquer un peu pour ceux qui ne connaissent pas qui connaissaient pas le terme de metadata, en fait, c'est pour différencier, c'est tout ce qui est la somme, c'est la somme des éléments qui paramètrent en fait votre organisation. Donc c'est des fichiers XML pour la très grande partie, sauf quand vous faites des classes ou autres. Mais j'essaie de sursimplifier, Fabien. Ouais, c'est ça. C'est la représentation en termes de fichiers de votre représentation de votre organisation. Ouais. Et on pourra montrer tout à l'heure, en fait, c'est assez verbeux. C'est qu'en fait, c'est du XML. Donc, pour ceux qui ont déjà vu du HTML, c'est un langage qui est fondé aussi sur des balises. Donc, c'est relativement facile à comprendre. Et même d'ailleurs, assez rapidement, quand on a quelqu'un qui s'habitue assez bien à bosser avec SFDX, on a des modifications qu'on ne fait même pas en organisation, qu'on fait directement dans le code et qu'on pousse en modification. Parce que quand vous avez juste à changer un champ, le label d'un champ ou un truc comme ça et tout, ça ne sert à rien d'aller se taper la tête contre le mur, en gros. Bref. Si on en parle, du coup, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin? Parce qu'on s'est quand même posé la question. Je vous avais un peu alléché en disant, pour moi, un peu poussé le truc assez fort en disant, pour moi, en fait, dès que vous êtes un certain nombre dans Salesforce, que Salesforce, en fait, dans votre organisation, est un outil principal de création de données, dans lequel vous avez enfin, en tout cas, c'est l'outil principal d'une partie de votre équipe. Je parle de l'entreprise. Typiquement, chez Lifen, c'est l'outil principal de 60 personnes. Et ça a grossi assez vite. C'est impossible d'imaginer à un seul instant, en fait, d'aller faire sauter un outil qui est l'outil principal de 60 personnes et qui est l'outil de vérité, en fait, de pas mal de données, en fait, chez nous, comme le provisioning de nos utilisateurs, comme par exemple la facturation, quoi. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, on est obligé de sécuriser cette donnée-là. Et en fait, actuellement, vous avez votre application, enfin, vous avez votre outil SaaS. Pour une grande partie d'entre vous, en fait, vous vendez du SaaS. C'est évident que vous avez votre application cœur métier qui est extrêmement sécurisée, qui est répliquée, qui est protégée. Vous avez un environnement de staging. Bah là, on parle exactement de la même chose. Donc, je te relaisse la main, du coup, Fabien. Ouais, du coup, alors quel est le but du jeu en fait? Pourquoi est-ce que Salesforce a lancé ce grand chantier de Salesforce DX, donc DX pour développeur expérience? En fait, ils se sont rendus compte que Salesforce à la base, ça a toujours été un petit point and click et voilà, c'est facile. Je suis un admin, j'ai une sandbox, je fais des changements à la main et je fais un change set, super. Et ça marche bien quand on a des projets minuscules. Par contre, dès qu'on commence à avoir des gros projets et comme tu disais, qui sont critiques, ça marche un petit peu moins bien. À côté de ça, il y a plein d'outils d'entreprise qui existent déjà. Donc, j'imagine que dans le SI de n'importe quelle entreprise, il va y avoir des outils en Node.js, en Java, en .NET, en quelle que soit la techno. Il y a assez peu de chances que ces outils soient codés directement en prod. Il va y avoir des outils qui sont utilisés, qui font partie des best practices du développement sur toutes les technos depuis des dizaines d'années. Et à côté de ça, on avait Salesforce qui n'était pas du tout outillé pour mettre en place ça. Alors, on pouvait toujours bidouiller, faire des scripts à la main, etc. Mais Salesforce ne proposait rien qui était vraiment officiel, on va dire. Donc, SFDX, une fois qu'on s'en sert, qu'est-ce que ça nous permet? Déjà, une meilleure intégration dans le paysage DevOps existant. Donc, c'est-à-dire que si vous avez d'autres projets qui utilisent des outils, vous pouvez les utiliser aussi. Donc, ce n'est plus des outils Salesforce, genre il faut connaître Sandbox et ChangeSet. Non. Si vous utilisez Jenkins pour déployer des choses ou faire tourner des scripts, si vous utilisez GitLab, GitHub, Bitbucket ou n'importe quel outil de gestionnaire de sources, vous pouvez l'utiliser en fait. C'est un peu ça a été un petit peu le pont entre tout ce qui était Salesforce only
et le reste du monde informatique tel qu'il était depuis des dizaines d'années avant. Et puis, comme j'essayais de le dire tout à l'heure, c'était vraiment déplacer la source de vérité. Donc, la source de vérité, c'est qu'est-ce qui fait foi? S'il y a un champ qui a une valeur A et ailleurs une valeur B, qui a raison? Aujourd'hui, c'est la production, parce que même si quelque chose a été changé par erreur en production, la prochaine fois qu'on va créer une sandbox, on va se rapatrier l'erreur ou on désactive une règle de validation vite fait pour faire quelque chose en prod, pas bien, et on oublie de la recocher, on va créer des sandbox pour développer. La prochaine fois qu'on va déployer, elle va être redéployée, désactivée. Donc, c'est déplacer cette source de vérité non plus de l'orgue de production, mais vers un gestionnaire de sources, donc GitLab, GitHub, Bitbucket, etc. Et du coup, ça va nous permettre à partir de là d'utiliser tous les bons outils et les bonnes pratiques qui ont été mises en place dans tous les projets informatiques depuis un petit moment. Donc, typiquement, ça va être, je sais pas, j'ai 2 sandbox de développement et une sandbox d'intégration. Avant, je déploie un change set A et après un deuxième change set. En fait, c'est le deuxième qui déploie qui a gagné. Donc, si on a chacun modifié la même classe, il n'y aura pas vraiment de merge. En fait, on va juste se dire, tiens, le deuxième qui a déployé a écrasé les changements du premier et terminé. Si on a de la chance, ça va planter et on va le voir. Si on n'a pas de chance, on s'en rendra compte quand ça part en prod, mais c'est un petit peu manuel et archaïque, quoi. Le fait de retomber vers des outils classiques, c'est qu'on va s'outiller de tout ce qui se fait sur toutes les autres technos. Donc, déjà, des changements tracés et historisés. Ça veut dire que, tiens, qui a changé telle valeur? Si ce n'est pas tracé dans Salesforce, aujourd'hui, on ne sait pas. Alors que là, on va pouvoir aller dans Git et savoir que telle valeur a été changée de A à B le je sais pas, 13 juillet 2020 par Fabien Tay. Ça permet de tracer tout ça. Les modifications sont mergées, non plus écrasées. C'est-à-dire que si Jean-Baptiste et moi, on fait chacun une modification, quand on va vouloir merger nos 2 branches, on va vouloir associer nos 2 codes, c'est pas si c'est moi qui va déployer en deuxième, c'est pas moi qui vais écraser ce qu'a fait Jean-Baptiste. Git va nous dire attention, là, il y a un conflit entre les deux. Alors, soit il va savoir le résoudre tout seul, on a 2 valeurs de big list qui sont nouvelles, ok, très bien. Soit moi j'ai modifié A en B et Jean-Baptiste a modifié de A en C. Et il va dire là, il y a 2 valeurs différentes, je ne sais pas ce qu'il faut faire, dis-le moi. Mais en tout cas, on sera prévenu et il n'y aura plus d'écrasement par erreur comme on pouvait avoir avant. Et puis après, on peut mettre tout ce qui se fait sur tous les autres outils, hein. Donc des tests automatisés. Donc PMD, c'est des outils qui vont analyser la qualité du code pour voir si le code est écrit correctement. On va pouvoir tester le JavaScript, tester l'interface, simuler des clics sur les boutons pour voir que, par exemple, tout un processus de vente fonctionne toujours. On va pouvoir déployer automatiquement. Donc, si on est passé d'une branche release à une branche master, on peut dire automatiquement, si tous nos tests automatisés sont en vert et qu'on est assez serein parce qu'on a écrit des bons tests, on pourrait déployer automatiquement. Donc, nous, on a fait des projets où, en fait, alors au début, il fallait un petit peu former les développeurs parce que le process n'était pas tout à fait le même. Par contre, ce qu'ils disaient, c'était, en fait, ma branche, je l'ai mergée sur release et en fait, ça déploie tout seul. Donc, en fait, j'ai eu à me former un petit peu sur un process de développement qui était différent. Par contre, j'avais plus de déploiement. En fait. Le déploiement n'existait plus. Ça se faisait automatiquement pour moi parce que tout avait été setupé pour. Et donc, par rapport au fait d'aller cocher des trucs, oublier la moitié des choses, déployer un change set, avoir des erreurs, corriger, là, le déploiement était beaucoup plus simplifié. Bien évidemment, c'est ce qu'on a fait, nous, Fabien, du coup, et on va revenir dessus après en termes d'usabilité, enfin d'usage, de facilité d'usage. C'est que nous, en fait, on pousse une modification. Donc, en gros, chacun dans l'équipe, et ce n'est pas des développeurs, hein, la moitié de mon équipe, 2 tiers de mon équipe ne sont pas des développeurs, ce sont des business ops absolument, j'allais dire normaux. Les développeurs ne sont pas normaux, mais ce sont des business ops qui n'ont pas été formés au code. Ils se marrent parce qu'ils sont juste en face de moi, en fait. Et du coup, ils n'ont pas du tout de connaissance de code, ils n'avaient pas du tout de connaissance de SFDX avant d'arriver, voire de Salesforce. Et en arrivant, on les a formés, c'est vraiment super rapide. Et en fait, ils font leurs modifications. Par exemple, un nouveau process builder qui a changé, un flow qui a changé, ou même des nouvelles validation rules, quelque chose comme ça. On demande à quelqu'un d'autre de l'équipe de faire la review. Et au moment où la review est validée, en fait, ça part aussitôt dans notre staging ou UAT, donc dans la sandbox, la full sandbox qu'on a. Donc, comme ça, on peut faire un test complet en prod, enfin en équivalent de prod. Et donc ça se fait tout seul. Donc le truc, c'est que la plupart des éléments, s'ils sont bien setupés dès le départ, et on en reviendra à la fin de la présentation, mais c'est facile en fait. Ça ne va pas vous pourrir, votre vie, ça ne va pas baisser la vélocité en fait de votre équipe, et ça va pas, vous n'allez pas vous faire taper sur les doigts à un moment ou à un autre parce que c'est super chiant de faire une modif dans cette source.
Parce que, et c'est la dernière ligne que tu as mis, Fabien, c'est important, Vas-y. c'est qu'il y a moins d'erreurs. Il y a Oui. moins d'opérations manuelles, il y a moins d'erreurs et il y a quelque chose de plus systématique. Et en fait, c'est très connu dans un environnement DevOps que si on met en place plus de tests et une méthode qui a plus d'étapes sur lesquelles on va regarder en fait, si ça a bien passé ou pas. On en parlait il y a littéralement 10 minutes il y a 15 minutes avec Clément, qui est là, Clément Baucher qui est avec nous. On augmente monstrueusement notre vélocité parce qu'en fait, on ne revient plus en arrière. Parce qu'on n'a plus besoin en fait, de revenir en arrière et de recalculer, de remodifier les trucs et de se dire, bah merde, ça a pété. Et du coup, il y a une équipe complète qui ne peut plus travailler, quoi. Si on prend du point de vue business ops, parce que du point de vue entreprise, pour moi, il n'y a même pas de sujet à partir du moment où c'est un outil qui est critique. Maintenant, si au point de vue business ops, la charge était trop grosse, bah, du coup, il y a quand même un sujet, est-ce que ça se discute. Concrètement, ce que je peux vous dire, c'est que Salesforce DX nous permet en fait, de fiabiliser les modifications de développement dans l'outil principal. Et vraiment, encore une fois, c'est regarder la criticité de votre CRM, quoi. Ça réduit ce que j'appelle les trucs qui pètent, et il y en a vraiment tout le temps. Quand vous faites un flow, un process builder, un champ supprimé, surtout un champ supprimé, un permission set un peu créatif, je ne sais pas si vous êtes plutôt en profil ou permission set. Si vous êtes en profil, le conseil, passez en permission set. Mais en gros, ça vous arrive, enfin, je suis persuadé que chacun d'entre vous qui a un petit peu d'expérience avec Salesforce a déjà fait casser des trucs. Et en fait, casser des trucs sur lesquels on ne va pas s'en apercevoir tout de suite parce que c'est quelque chose qui n'arrive pas souvent, ou c'est parce que vous avez un process builder qui doit se lancer une fois tous les X, je ne sais pas combien. Et en fait, grâce à Salesforce DX, vous pouvez revenir extrêmement facilement sur un changement en particulier. Ce n'est pas sur un état, ça vous pouvez le faire évidemment, mais c'est sur un changement en particulier qui aurait foiré, quoi. Et ça vous permet en fait finalement de potentiellement corriger quelque chose de beaucoup plus rapidement et donc en fait augmenter votre vélocité. Et ensuite, ce que je vous conseille vraiment, c'est en passant sur ce genre de système, c'est du coup de rentrer dans un process de sprint dans l'équipe. Et en rentrant dans un process de sprint, ça c'est vraiment mon conseil perso, ça vous permet en fait de vous poser. Donc en gros, concept de sprint, pour ceux qui ne l'utilisent pas du tout, c'est vraiment, vous faites des sprints globalement. Ce que je vous conseille, c'est faire plutôt en 2 semaines pour garder une vélocité relativement importante et donc se poser avant sur ce que vous allez embarquer dans les 2 prochaines semaines. Donc l'intérêt, c'est que vous allez vous poser pour réfléchir sur le bien fondé de la demande et plutôt du besoin, d'évaluer la réponse, de faire tester à vos utilisateurs avant de partir en prod. Du coup, vous les impliquez un peu plus dans les modifications que vous faites dans leur process de vente, dans leur process de, j'en sais rien, déploiement, accompagnement, CSM. Et ensuite, vraiment, dès que vous faites un vrai test, vous faites dès que vous faites une vraie modification, vous faites des vrais tests. Dès que vous faites des vrais tests, vous avez des vraies modifications qui sortent. Et vous allez vraiment plus impliquer vos équipes en fait dans leur process de vente, ce qui en fait vraiment va servir globalement en fait la mission de votre équipe, quoi. Et en plus de ça, c'est la cerise sur le gâteau, et je trouve que c'est quelque chose qu'on évalue très très mal enfin pas assez quand on fait ça, c'est qu'en fait former et habituer l'équipe Business Ops ou Sales Ops au process de développement, ça permet de mieux situer votre équipe dans l'écosystème tech de votre entreprise, et du coup en fait d'être mieux considéré et donc plus aidé. Les fois où vous aurez besoin de plus d'aide de la part des équipes tech, si jamais vous avez déjà des pratiques qui sont en fait assez similaires à eux, en fait, vous allez être mieux considéré. Je vais vous donner un exemple qui est assez étonnant. L'équipe SalesOps, officiellement chez Lifen, elle est considérée comme une équipe tech, alors qu'il n'y a que 2 développeurs et qu'on est 7. C'est pour vous dire, c'est un peu une grosse révolution dans l'équipe. En tout cas, chez Lifen, ça a été une grosse révolution parce que concrètement, on est la seule équipe tech qui ne soit pas dépendante du CTO. Et pour autant, comme on bosse dans la santé, on est très, très peu à être administrateur de nos ordi. Et nous, on a des MacBook Pro un peu boostés parce qu'on a besoin d'avoir un peu plus de performance et tout, parce qu'on est passé dans l'équipe tech, quoi. Et donc, quand on a besoin de faire des modifications, on a eu besoin de faire des appels API dans un des outils qu'on a développé en interne. En fait, on a été vachement plus aidé depuis qu'on a mis en place ces process-là que si on ne l'avait pas fait, parce que si on ne l'avait pas fait, on a un peu la sensation d'être, j'allais dire, des castors juniors, quoi. C'est oui, bah, t'es gentil avec ton point and click, amuse-toi au fond, mais concrètement, laisse bosser les vrais pros. Et en fait, ça, on n'a plus ces genres de phrases, on n'a plus cette ambiance-là parce qu'en fait, on a des process de développement qui sont fiables. Pour l'instant, il n'y a pas trop de réactions, mais n'hésitez pas à réagir. Ah ouais, yes, Héloïse, tu me posais. Pouvez-vous nous partager des recos de pratique pour la formation des équipes sur SFDX, du coup, en particulier? Oui, c'est ça. C'est tout à l'heure, en fait, tu parlais du fait que dans ton équipe, beaucoup de personnes n'étaient pas familiers du code, du dev, etc. Donc, c'était si maintenant ou plus tard, vous avez des recommandations sur comment on peut faire justement pour se former, parce que tu sais que c'était rapide. Preneuse Ouais, on des en bonnes parle pratiques. juste après. Ça dépend complètement de quand est-ce que tu le fais. Mais ouais, exactement. On en reparle dans une ou 2 slides, je crois, de mémoire. Mais ouais, très bonne question, merci. Je note ça de côté. Je peux vous faire. J'ai enregistré rapidement une toute petite démo. Je vous ferai des skips assez rapides pour vous montrer un petit peu. En gros, là, le principe de la démo, c'est
je fais une modification en scratch.org. Donc là, si vous regardez le lien, full screen unavailable, super, merci. J'espère que vous voyez tout ça, c'est bien. En gros, vous voyez que le lien, en fait, c'est Velocity, Fun, c'est machin et tout là. Donc, c'est vraiment une scratch.org. Donc, c'est une organisation dans laquelle il n'y a que la métadonnée. Donc, il n'y a que mes champs custo. Donc, vous voyez qu'on a un process de suppression des champs qui n'est pas hyper clean. Parce qu'on met en préfixe deleted pour dire qu'on ne doit plus l'utiliser. Mais donc, ça, c'est vraiment, il y a toute l'organisation de ma prod qui est dedans. Yes, vous aurez accès aux slides et à l'enregistrement carrément. Donc, ça, c'est une scratch.org. Il n'y a que moi qui ai accès dans l'organisation. Il y a mes autres collaborateurs. Si j'ai besoin de leur donner accès, je peux leur créer un user dedans, mais en fait, ce n'est pas prévu pour ça. Enfin, on peut le faire, mais en gros, souvent, c'est juste mon organisation. Donc là, je vais aller créer un nouveau champ. C'est un truc que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est évident. Du coup, je n'ai même pas pensé à le noter, mais c'est que l'intérêt aussi du truc, c'est qu'on a un environnement de développement par développeur. Donc, c'est-à-dire que si moi, je fais des choses, je modifie une classe par rapport à la feature que je suis en train de développer et Jean-Baptiste va faire la même chose sur son environnement de développement. Et si moi, je récupère la classe, je ne vais pas récupérer la classe comme sur une sandbox commune de dev avec des modifications de tout le monde que je vais déployer sans faire exprès et qui ne va pas marcher. Oui, c'est hyper important. En fait, c'est la même chose que n'importe quel dev qui bosse sur l'application, sur vos services en interne. Quand vous avez votre équipe dev, vous avez un dev qui va bosser enfin, équipe dev, je parle pas dans vos équipes, mais du coup, dans vos entreprises, qui va bosser sur une fonctionnalité, il fait une copie de l'application en local, la quasi-totalité du temps, en fait. Et là, la différence, c'est que Salesforce ne permet pas de faire une copie en local. Vous n'avez pas un Salesforce qui tourne sur votre ordinateur. Mais vous avez en fait Salesforce qui vous a créé, comme quand vous êtes dans MyTrailhead et vous avez toutes vos organisations de formation. Là, c'est exactement la même chose, sauf qu'elle est que pour vous, avec vos données de prod. Est-ce qu'on va avoir la différence avec les sandbox classiques du coup? Parce que rien n'empêche d'avoir autant de sandbox que de développeurs. En général, c'est assez large. Yes. De sandbox dispo. Du coup, ce que disait rapidement Fabien tout à l'heure, et je parle sous ton contrôle, Fabien, mais en fait, la sandbox, tu fais la copie complète. Même des paramètres au moment où tu l'as fait. Tu vois. En fait, ta donnée source, du coup, c'est ta production au lieu d'avoir ta branche de production. Si tu fais une connerie en prod, elle va être copiée dans ta sandbox. Et du coup, si tu refais la modification en prod après, tu vas voir les différences. Et c'est moins... la sandbox, elle est moins rapide. Elle a plus de données, beaucoup plus de données. Tu ne vas pas l'utiliser pour la même façon. Nous, la sandbox, on l'utilise pour les beaucoup plus gros projets. On va bosser pendant longtemps et qui vont passer d'un sprint à l'autre et qui ne vont pas forcément être sur le même rythme. Mais on en parlait hier avec Fabien, justement. On peut utiliser SFDX sur une base de sandbox plutôt que sur une base de scratch.org. C'est un peu moins fluide et ça pose d'autres problèmes qui ne sont pas forcément... Enfin, je passe ton contrôle encore une fois, Fabien. Ouais. Bah, c'est vrai qu'en fait, les scratch.org à la base, le gros intérêt, c'était le source tracking, donc ce que va montrer Jean-Baptiste là, qui n'existait pas sur les sandbox avant. Maintenant, ça existe sur les sandbox. On a eu un retour justement au développeur groupe. Je pourrais vous donner le lien aussi, c'est une session enregistrée. C'était Edenred qui nous faisait un retour de comment utiliser SFDX avec les sandbox à cause des scratch.org. Ce n'est pas tout à fait le même principe. Ça marche aussi, il y a des avantages, des inconvénients. En soi, ce n'est pas forcément le cœur du truc, parce que le cœur du truc, c'est vraiment que ce soit lié à un repo, que ce soit testé, déployé automatiquement, que le code soit mergé via Git et pas à la main en écrasant les trucs. Donc, je ne veux pas dire que c'est qu'un détail d'implémentation, c'est un choix important à faire. Je dirais que si on démarre un nouveau projet Salesforce où c'est une org qui est assez récente, ça vaut le coup d'utiliser les scratch.org parce qu'on est sûr d'avoir un environnement de développement ISO source, donc ISO Git. Si on a une org qui a peut-être 10 ans, ça peut être beaucoup plus compliqué, ça peut être plus simple d'utiliser les sandbox. On n'aura peut-être pas un repo 100% clean, mais ce sera plus simple à mettre en place. Donc, c'est une question qui peut se poser. C'est partie des downsides, effectivement, qu'on a quand même le devoir de vous expliquer. Ce n'est pas tout rose, tout parfait, machin et tout. Il y a quand même des moments où c'est un peu plus compliqué. Et ça dépend de ce qu'on veut faire avec. Et ça ne remet pas en cause le côté d'utiliser Git, les outils d'intégration continue, etc. Ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Hein, mais... Non, Yannis, c'est plus simple que tu penses. Pas de formation Scrum, tu n'es pas obligé. En gros... Enfin, encore une fois, je parlerai sous le contrôle de, par exemple, Marianne, tu pourras intervenir tout à l'heure si tu veux, mais en gros, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Quand Texei, la première fois, m'a présenté ça, sincèrement, je leur ai dit, vous êtes sûr? Sur le papier, ça avait l'air super, et sincèrement, c'était un peu chaud. La première formation était un peu dure, et en fait, assez rapidement, du coup, nous, l'équipe a grossi, on a fait venir plein de gens, et plus ça avance, plus c'est rapide. Et moins, enfin, quand je dis c'est rapide, c'est qu'en fait, alors on est à fond Salesforce, hein, mais en gros, on a MyTrailhead
Vous savez, c'est le trailer en marque blanche de Salesforce. Et on a fait des modules. Et en gros, en moins de 2 heures, tu peux faire tes premières modifications et tes premiers tests. Donc là, si je vous montre en gros, vous avez… bref, vous connaissez l'interface de l'admin. Je vais aller créer un champ rapidement. J'ai fait une checkbox avec un petit test, on s'en fiche, voilà. Jusque-là, rien d'incroyable. Je vais aller faire l'ajout à un seul layout pour éviter de vous donner trop de fichiers dans le suivi des modifications. Donc ensuite, je vais aller faire une petite modification de permission set. Donc chez nous, les permission sets sont gérés par objet et par record type. Je ne sais pas si vous le gérez comme ça, on pourra peut-être faire un atelier peut-être spécifique sur ça, mais en gros, c'est plus facile à gérer. Donc là, je vais aller chercher mon champ, j'avance un tout petit peu. Tout ça, vous le connaissez, hein, normalement, tous ceux qui sont admin Salesforce. J'ai aller modifier mon champ, le test check, voilà. Je fais read edit. Et ensuite, là, je vais passer dans… donc ça, c'est le temps de… Voilà. Donc là, je passe dans VS Code. VS Code, c'est une application gratuite. Je ne sais pas, pour ceux qui ne connaissaient pas, en fait, ça s'installe sur n'importe quel Linux, macOS ou PC sans aucun problème. Et vous avez une extension du coup open source SFDX qui s'installe en 2 secondes. Et du coup, vous avez des nouvelles fonctions. Donc là, en fait, je fais exprès de ne pas utiliser de code, pas de commande directement en fait, dans le terminal. Je vous montre en fait que vraiment, c'est à la portée de tous, quoi. Et même nous, on a créé des boutons pour le faire, mais ça aurait été trop rapide. Et du coup, là, vous avez SFDX, vous avez pull source from default scratch org and override conflict. Donc là, ce qu'il va faire par cette commande-là, en fait, c'est juste, c'est un raccourci, hein, il fait une commande dans le terminal, mais il va aller chercher toutes les modifications par rapport à la branche sur laquelle j'étais. Donc là, on ne le voit pas, mais en bas, je suis sur la branche develop, donc à la branche source. Donc il va aller récupérer en fait la différence que je viens de faire. Donc si on continue, donc là, voilà, ça tourne un petit peu, il va aller chercher des modifications, et ensuite vous avez, allez, je vous avance un tout petit peu. Voilà. Donc là, il a récupéré les modifs. Si vous voyez, désolé, du coup, c'est un petit peu petit. Vous avez mon layout qui est le premier. Le deuxième, c'est le champ que j'ai créé. Et le troisième, c'est mon permission set. Donc concrètement, je ne sais pas si vous regardez le texte à droite, là, vous avez, il y a marqué layout item, behavior edit, field, test check, et c'est tout, et c'est fini. En fait, la création de champ, c'était juste ça, pour la rajouter au layout. Et je crois que je vous montre après. Voilà. La création de champ, c'est juste ça, en fait. Donc, il y a 11 lignes avec le champ. Est-ce qu'il y a une default value, et la description, est-ce que c'est un external ID? Donc, tout ça, en fait, j'allais dire, c'est relativement facile à lire. C'est qu'en fait, on peut assez facilement en fait, regarder si quelqu'un d'autre, parce que, évidemment, l'idéal, c'est quand vous faites une modification, qu'elle soit vérifiée par quelqu'un d'autre de l'équipe. Si la modification est bien ça, c'est bien un champ de type checkbox et tout. Si vous n'avez pas envie de vous poser la question, en fait, on s'en fiche. Juste là, vous savez que vous avez créé un champ. Techniquement, c'est normal d'avoir au moins une modification du layout, la création du champ et le permission set. Vous avez 3 fichiers, rien que ça suffit. Si vous n'avez pas envie d'aller travailler plus profondément dans le truc et tout, et si ça ne vous parle absolument pas, ces 11 lignes de code, aucun problème en fait. Ça ne pose pas de souci, vous pouvez quand même utiliser SFDX sans aucun problème. Et du coup, là, j'ai les 3, et à ce moment-là, j'ai juste à les créer. Donc là, vous voyez, c'est le permission set. Pareil, vous avez le champ en plus qui est arrivé, et avant, il n'y était pas, quoi. Et c'est tout. Donc, ce qui est vraiment important de voir, c'est qu'avant, ça, il fallait le cocher à la main dans un change set ou de l'écrire le récupérer en local. Là, Jean-Baptiste a fait une commande et c'est la scratch-org qui récupère tout automatiquement. C'est elle qui sait ce qu'on a modifié. Donc, il aurait rajouté ça dans 2 permission sets, il y aurait 2 permission sets qui auraient été récupérés. Exactement. Et si j'avais fait une connerie, comme là, en fait, vous reverrez sur la démo quand vous aurez les slides, mais en fait, j'ai coupé un moment parce que j'ai fait une connerie dans la gestion du champ. Je l'ai ajouté à tout un tas de profils, juste là. Là, ce qu'il ne fallait pas faire. Et donc, du coup, j'ai eu tout un tas de champs qui se sont créés, qui est une erreur parce qu'en fait, on n'utilise pas les profils. Du coup, j'ai coupé ça à la fin pour que ça simplifie. Mais en fait, là, j'avais pas mal de fichiers qui se sont créés, qui n'auraient pas dû être créés, que j'ai annulés du coup. Donc, j'ai poussé exclusivement ce que je savais être ce qui est nécessaire. Il se trouve que ça s'apprend, et ça s'apprend très vite, parce que moi, je ne suis absolument pas dev. C'est pas parce que je manage des devs que je suis dev. Et objectivement, au début, on a fait plein de petites erreurs. Et puis, en fait, rapidement, on comprend assez vite ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Et comme, en fait, quand on pousse dans le paramétrage, on en parlera juste après, et vous avez des tests automatiques qui sont faits, Salesforce refuse qu'il y ait quelque chose qui va foirer si jamais vous faites des bêtises. Du coup, potentiellement, votre déploiement en fait, va être bloqué par Salesforce en disant non, il y a trop d'erreurs, je ne le balance pas. Donc, ça vous permet de le vérifier. Donc, concrètement, ce n'est pas juste une technique pour voir les modifications avant et les envoyer. Sinon, objectivement, ça ne servirait pas à grand-chose. Enfin, ce serait intéressant, mais sans plus. Là, vous avez la sécurité finale de Salesforce qui va préserver son organisation. Je ne sais pas si ça vous paraît assez clair jusque-là. C'est quoi la diff avec un chain set ou
Parce que le chainset ne t'autorise pas non plus à déployer quelque chose si ça crée une erreur. Bah, la grosse diff, ça va être ce que disait Fabien tout à l'heure, c'est tu vas utiliser GitHub pour aller vérifier tes versions, et du coup, tu vas pouvoir vraiment travailler à plusieurs en même temps. Une personne qui bosse toute seule, qui est extrêmement clean sur Salesforce, utiliser SFDX, c'est plutôt hyper sympa, mais c'est un peu un bazooka pour tuer une mouche. Tu pourrais très bien faire les chainsets avec des devorgs sans problème. Tu vois. Par contre, dès que tu es plus qu'une personne à bosser dessus et que tu vas les vérifier en fait, et suivre globalement dans l'historique en fait, des modifications et retrouver pourquoi tu l'as fait et à quel moment. Désolé, ma question était spécifique aux erreurs. Tu disais que Spécifique aux l'avantage erreurs, de ouais. SFDX, Donc, c'était que ça te mettait les erreurs, mais le chainset aussi, en fait. C'est de l'avoir au fond, c'est que tu peux mettre un script spécifique qui va aller vérifier 2-3 trucs. Mais effectivement, Ok, non, d'accord. sinon le test dans le déploiement, ça c'est Salesforce le fait de manière générale. Quand tu passes à chainset, tu as raison. Il y a quand même un truc qui est intéressant, c'est que comme en fait, une fois que tu vas sauvegarder ça sur GitHub, par exemple, libre à toi en fait de paramétrer les tests que tu as envie de lancer. Donc ça veut très bien. Tu peux en fait dire à chaque fois que je vais sauvegarder ça sur GitHub, par exemple, ou sur une branche spécifique, voilà, tu paramètres comme tu veux. Je veux essayer de faire un validate, comme un déploiement, mais sans déployer à la fin, tu fais juste valider. Et en fait, tu sais, chaque fois que tu sauvegardes, que ton package fonctionne ou pas. Alors que là, par exemple, si tu bosses pendant 2 semaines sur un truc et que tu déploies ton chainset au bout de 2 semaines, il y a peut-être certaines erreurs que tu verras qu'au bout de 2 semaines. Alors que là, si tu as paramétré ça sur ta CI, les tests vont être lancés automatiquement, peut-être toutes les nuits ou à chaque fois que tu sauvegardes ou autre, et tu seras prévenu immédiatement à la place d'être prévenu dans 2 semaines, le jour de la MEP, qu'il y a un truc à foirer. Ok. Concrètement, nous, à chaque fois que tu fais des modifs, si tu dois changer de sujet, tu fais ton commit, on le pousse, ça part en test. Même si tu n'as pas fini ton ticket en particulier, si tu n'as pas fini en fait globalement le projet sur lequel tu es en train de bosser, tu passes au moins les premières modifs qui sont déjà testés. Comme ça, si tu as un problème, tu t'aperçois très très vite dans le process. Et ça, c'est assez chiant à faire en change set. Si jamais tu veux, à chaque fois que tu as fait des modifs, reprendre tes change sets, le passer en prod, retester, et ainsi de suite. Bon, la question, c'est quand même comment est-ce qu'on le met en place, quoi. En gros, quelles compétences à avoir. Encore une fois, croyez-moi, je ne sursimplifie pas le truc, mais il n'y a aucune compétence particulière à avoir a priori, si ce n'est d'être admin Salesforce. La notion de GitHub, elle va être nécessaire assez rapidement, mais c'est une notion, ce n'est pas une maîtrise en fait. Donc concrètement, une formation par n'importe quel dev chez vous qui connaît bien GitHub, et a priori ça devrait être le cas à chaque fois, de 1 heure maximum sur en fait, les bonnes pratiques de GitHub et comment est-ce que ça fonctionne, suffira largement pour commencer. Parce qu'après, en fait, ça ne sert à rien de voir tout GitHub dès le départ. Après, au fur et à mesure de vos besoins, vous allez découvrir, en fait, vous allez poser des questions et tout. Mais concrètement, en tout cas pour le début, il n'y a pas besoin, c'est hyper rapide. Maintenant, la première mise en place, en fait, de Salesforce DX, donc SFDX, effectivement, elle va demander un peu plus de compétences dev. Par expérience, côté TechSci, et nous, de notre côté, ça a été vraiment validé, et plus quelques potes, je ne sais pas s'ils sont là, mais de PlayPlay, par exemple, ou de Encore Store, et ainsi de suite. Encore Store ne s'est pas encore complètement consommé SFDX, je crois, mais en tout cas, il s'est installé chez eux. Il va y avoir globalement en fait, une journée de dev, de préparation, d'organisation et tout. Ça dépend en fait un peu de la vélocité de votre entreprise. Si de votre côté, vous avez la personne qui a les droits sur GitHub, les droits sur, par exemple, CircleCI ou GitHub Action ou équivalent pour faire les tests automatisés, et qui se rend disponible suffisamment de temps, mais ce n'est pas très long encore une fois, pour pouvoir avoir les bons accès et mettre en place le truc. Concrètement, en max une journée, en fait, ce sera organisé. Je mets juste le bémol sur si vous avez une org qui a 10 ans avec beaucoup de choses, ça peut être un peu plus compliqué. En tout cas, sur une org assez jeune, généralement, c'est assez simple à mettre en place. Alors, c'est sûr que si vous le faites au tout début, sachant que nous, dans l'appel d'offres, pour savoir qu'est-ce qui nous accompagnerait, et quand on a bossé avec Salesforce dans l'appel d'offres Salesforce, on savait qu'on allait utiliser SFDX. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est que quand l'organisation a été provisionnée par Salesforce, on n'y a pas touché. Et le premier truc qu'on a fait, c'est en gros s'organiser autour de SFDX. Donc, en fait, on est parti d'une organisation qui était vide. C'était forcément un peu plus facile. Donc, concrètement, les prérequis, en fait, c'est un projet GitHub. Ça va, c'est pas trop dur. VS Code, application gratuite à installer sur n'importe quel type d'ordinateur. L'extension SFDX gratuite. Le plugin open source de TechSci qui vous permet en fait de simplifier énormément de choses, comme la création de ScratchOrg. Parce qu'en fait, en gros, il crée une ScratchOrg et il faut que vous ayez le droit d'aller regarder ce qu'il y a dedans. Il faut que vous ayez le droit, parce qu'en fait, le droit de créer une ScratchOrg dans une organisation est pris sur votre prod.
Donc tout ça, en fait, ce qu'a fait Texei, et du coup j'en parle naturellement parce que c'est pas toi qui en parle, mais concrètement c'est un plugin qui tabasse, enfin qui est hyper efficace, qu'on utilise vraiment toute la journée, et qu'en fait on s'aperçoit même pas qu'on l'utilise, parce que concrètement c'est globalement une somme d'un paquet de raccourcis qui font que quelqu'un de non-dev peut l'utiliser et lance juste une commande et voilà quoi. En gros, il y a un script qui a lancé et il y a tout le reste qui se fait globalement tout seul, avec un README assez bien fait. Et après, il y a un projet non-utility circle CI, il peut y avoir GitHub Action ou n'importe quel outil de développement continu. Et une question importante, on en a parlé avec PlayPlay il y a quelques années, enfin il y a quelques mois, excusez-moi, c'est est-ce qu'on peut arrêter de l'utiliser? En fait, si vous êtes en train de lancer une nouvelle organisation ou que vous avez des très gros projets qui vont arriver, ça peut vraiment valoir le coup de le prendre, ça je vous le conseille. Mais si jamais vous avez un coup de mou, vous savez qu'en fait c'est hyper compliqué, vous avez votre équipe qui change ou je ne sais pas quoi et que vous voulez arrêter de l'utiliser, ce n'est pas un conseil, mais vous pouvez sans aucun problème. En fait, vous pouvez vraiment arrêter complètement d'utiliser SFDX, faire comme s'il n'existait plus et en fait rebosser directement en prod. Encore une fois, je ne vous le conseille pas, mais c'est possible. Ça n'a aucun impact en fait, parce que c'est une manière d'envoyer des modifications dans la production, mais vous pouvez tout à fait en fait bosser en direct. JB, j'ai une petite question complémentaire liée à ça, et Fabien par la même occasion. Personnellement, chez Penny on n'a pas l'intention d'arrêter de l'utiliser, en tout cas. Mais la question que ça m'avait posée, c'est est-ce que tu peux en fait arrêter de t'en servir temporairement? Et en fait, c'est juste que du coup, tu as un peu un creux dans ton historique de tes changements GitHub et que du coup, en fait, un jour, tu reprends, tu poules ta prod et tu redis, OK, je recommence à utiliser SFDX. Justement pour couvrir un coup de mou. J'aime bien l'expression utilisée pour exprimer ça, quoi. Ah, tu peux, mais c'est un peu pénible parce que ça veut dire que… Alors, ça dépend déjà si vous bossez sur des sandbox ou des scratch org, mais si c'est des scratch org, tu vois, ça veut dire que en fait, déjà, tu vas avoir un delta dans ce que tu as dans ton repo. Ça veut dire que potentiellement, tu vas récupérer des trucs, mais je sais pas, typiquement, il y a des métadatas, tu peux dire récupère-moi toutes les classes Apex, c'est facile, tu vas récupérer tout et à jour. Par contre, il y a certaines métadatas que tu ne peux pas récupérer, tu sais, si tu ne les listes pas, tu ne mets pas le nom. En fait. Je veux tel, je sais pas, je dis n'importe quoi, même des valeurs standards, genre les standard value sets, c'est les pick lists standards de Salesforce. Il y a, je sais pas, opportunity stage, tu changes les étapes d'opportunité, tu as rajouté une valeur, très bien. Si ce n'était pas dans ton repo avant et que tu ne penses pas à la rajouter dans ton repo, par exemple, eh ben, il n'y sera pas, quoi. Et ce n'est pas un truc où tu peux dire, tu ne mets pas une étoile et il récupère tout, il faut que tu les listes à la main. Donc, il y a quelques petits trucs comme ça où tu peux te retrouver après avec, quand tu vas créer ta scratch org, il va dire, bah, j'arrive pas à déployer parce que la valeur d'opportunity stage Toto n'existe pas. Attention, Fabien, c'est important quand on dit qu'il faut les lister à la main, en fait, c'est quelque chose qui se fait tout seul à la première modification. C'est important. Ah, c'est quelque chose qui se fait tout seul si on utilise SFDX de bout en bout. Exactement. Mais si à un moment on stoppe, là on fait des modifs qui du coup bah, on doit tracer manuellement, et qu'après on reprend SFDX, bah, vu qu'on a arrêté SFDX au milieu, c'est à nous d'avoir noté tout ce qu'on a fait. Et si on a raté des trucs qu'on a oubliés, on retombe un peu dans l'ancien fonctionnement. Si on a oublié de noter des trucs, bah, comme avant, en fait, on va avoir des deltas juste parce qu'on a oublié de noter dans le fichier Excel ou on n'a pas pensé que quand on a créé un champ, on a aussi modifié le layout. Enfin, voilà, ce genre de truc. À l'exception près, après, il y a des manières de contournement qui sont efficaces. Il y a un plugin, SFDX d'ailleurs aussi, qui permet d'aller récupérer justement toute la donnée de prod en un coup. Mais du coup, potentiellement, vous prenez aussi toutes les, entre guillemets, merdes que vous avez fait en prod. Ouais, et puis tous les trucs standards que vous n'utilisez pas, quoi. Tous les layers des objets standards quand vous n'avez rien à faire, vous les tapez. Donc la réponse est oui. Ça va du coup rajouter un petit… si vous notez vraiment tout ce que vous faites, pourquoi pas, ça peut être simple. Sinon, ça va faire un peu plus de travail. Donc, dans l'idéal, autant ne pas le faire, quoi. Mais peut-être se poser plutôt la question de pourquoi on voudrait faire une pause. Qu'est-ce qui n'est pas assez efficace dans le flow de développement SFDX? Exactement. Et donc, c'était une grosse question. C'était, en fait, c'est sympa. Salesforce, d'habitude, quand ils font des trucs, c'est pas gratuit. Globalement, c'est un peu la technique de la maison, quoi. On n'a qu'à le faire, mais pour de l'argent. Et en fait, là, c'est marrant parce que en fait, cette fois-ci, là, c'est gratuit. Mais comme vous savez, le vrai gratuit, ça n'existe pas vraiment. Et donc, en gros, on a voulu quand même vous dire, on n'a pas mis un prix, mais on a quand même voulu dire que, quand même, en fait, il y a quelques frais. Donc, en gros, GitHub va vous coûter de l'argent parce qu'il faut des licences. L'outil d'intégration continue, en fait, donc genre CircleCI, GitHub Action et tout, va vous coûter de l'argent en temps. Ça, en général, c'est comme ça que ça se paye. C'est pas en siège, mais en temps, donc c'est le temps. Et en fait, Salesforce est assez consommateur de temps parce que vous allez avoir, si vous avez plein de packages que vous avez téléchargés sur l'AppExchange ou un truc comme ça dont vous allez avoir besoin, vous allez avoir du coup un petit temps d'installation de vos nouvelles scratch.org et donc ça c'est facturé par CircleCI, c'est pas par les CI quoi, c'est pas horriblement cher mais quand même c'est à prendre en compte. Et ensuite à chaque fois que vous avez des besoins très custo, alors c'est un peu le truc,
c'est parce qu'on peut qu'on le fait, quoi. Potentiellement, vous pourriez avoir besoin de spécialistes, mais dès que vous commencez à grossir un peu, potentiellement, vous allez pouvoir vous dire aussi, il y a un moment où on va avoir des devs dans nos équipes parce que l'outil devient trop gros, quoi. Par exemple, pour vous donner des exemples, Payfit a fait le pas de prendre des. Je parle sous contrôle parce que je crois qu'il y en a qui sont là. De recruter des développeurs relativement tard dans l'organisation de Payfit. Donc, c'est pour vous dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir des développeurs assez tôt, quoi. Ou trop tôt. Et en gros, après, on peut faire. Enfin, il y a la formation. Quand je vous dis 1 ou 2 jours grand max, c'est vraiment pour vous dire grand max, ça dépend complètement de votre appétence, de si vous l'avez déjà en place ou pas. Si vous l'avez déjà en place, ce n'est pas du tout aussi important. Et c'est juste le début pour pouvoir vraiment faire suffisamment de tests pour se sentir relativement à l'aise. Et on reprend le commentaire de Fabien qui est important. Si votre organisation, donc si votre Salesforce en fait, a déjà plusieurs années, le début prend un petit peu de boulot. Par contre, au moment où c'est fait, ce qui est important, c'est que vous fiabilisez monstrueusement en fait, ce que vous allez faire dans le futur. Donc, si de temps en temps, vous avez une petite sueur froide en fin de soirée en vous disant « Non, mais attends 2 secondes, avec ce nouveau projet, si on fait des merdes, en fait, est-ce qu'on a un backup ?» Concrètement, ça vous permettra de dormir un peu mieux, quoi. Donc, c'est un peu casse-pied au début parce que forcément, c'est un peu de taf. Mais bref, en gros, mon analyse, c'est que c'est vraiment utile. C'est vraiment, il y a un énorme impact et vous allez simplifier la vie et fiabiliser votre organisation. Et comme en fait, a priori, dans vos missions, vos mission statements de Business Ops, il y a quand même de fiabiliser les process globalement en fait de toute la partie business chez vous. Si dans votre outil principal, dans l'outil principal de vos clients internes, vous n'avez pas cette méthode de fiabilisation, quelque part, vous n'avez pas fait correctement votre boulot. Bon, désolé, j'y vais. Enfin bref, je sursimplifie le truc, mais concrètement, vous n'allez pas vous aider. Donc après, ce qu'on voulait vous mettre là dans qui l'utilise, il y en a plein. Hein. C'est juste que ça, c'est ceux qu'on connaît très bien. Donc Lifen, évidemment. Penny Lane qui est là, PlayPlay qui, je crois, est là, mais je ne suis pas sûr. Il y a, dans les très, très gros, il y a des Criteo qui l'utilisent. En tout cas, qui l'utilisaient jusqu'à il y a peu. Meilleurs agents qui est assez spécialisé dans le je fais moi-même et qui se fait peu accompagner, qui l'utilisent. Par exemple, ils ont installé CPQ et Billing de Salesforce tout seul, sans intégrateur extérieur, sans consultant, ce qui est quand même assez gros. En général, ils sont hyper dispo, ils sont tellement à fond que je pense qu'ils font tellement d'ateliers avec des gens qui potentiellement achèteraient ce qu'eux, ils ont fait, que je pense que Salesforce leur fait des super remises, parce que concrètement, ils motivent tout le monde à passer sur Salesforce. Donc, bref, en tout cas, c'était pour vous dire, il y a plein de boîtes de différentes tailles qui l'ont fait. Pour vous donner un exemple, nous, on a commencé à le faire, on n'était pas très nombreux. Dans l'équipe, on était 3, dont un alternant. Et les 3, on a découvert Salesforce, en fait, que 3-4 mois avant. Enfin, on a commencé vraiment à bosser sur Salesforce que 3-4 mois avant, on était encore en cours de négociation quand on a commencé à se dire qu'on allait bosser dessus. Et les clients internes, donc les utilisateurs Salesforce, on en avait une trentaine. Et sincèrement, il n'y a pas une fois où j'ai regretté. Sauf les fois où on a fait des grosses conneries, mais finalement, on était d'accord pour dire que c'était quand même une bonne idée. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions. On est à peu près, non, on est complètement dans le temps. Je voulais juste finir un petit truc là par rapport à la question d'Héloïse tout à l'heure, par rapport au. Je ne sais pas si on a vraiment répondu par rapport aux formations, mais généralement, ce qu'on fait, c'est. Tu vois, on va faire une petite doc avec les 3 comment faire, les 3-4 trucs que tout le monde va faire, genre comment je crée mon environnement, comment je l'ouvre, comment je récupère mes changements, comment je sauvegarde sur Git. Tu vois, quelques points comme ça pour que le jour où la personne ne sait plus comment faire, encore une fois, c'est facile, comme a montré Jean-Baptiste tout à l'heure. Il y a un petit bouton, on clique dessus, ce n'est pas forcément compliqué, mais comme il peut y avoir beaucoup de boutons et être perdu dans un environnement un petit peu de code, ça peut être un petit peu perturbant. Donc, une mini-doc, voilà, quelques pages qui explique point par point pour retrouver comment faire les choses. Et après, on fait peut-être une formation d'une journée. Où le but du jeu, c'est un peu en mode workshop. C'est généralement, le truc, il est en place. On va se prendre une feature, par exemple, je ne sais pas, même des trucs de test, hein, s'il n'y a pas de vraie feature. Mais on va créer un champ. Tiens, comment je crée un champ et où je crée une validation rule et comment j'arrive à déployer tout le flow pour qu'à la fin, ce soit sur un environnement de recette ou de formation, par exemple. Et chacun dans son coin va créer son champ. Moi, je vais créer un champ Fabien, et un champ Jean-Baptiste, un champ Héloïse. Et à la fin, en fait, on va mettre ça sur Git et à la fin de la journée, par exemple, ou de la demi-journée, ça dépend de jusqu'où on veut aller, chacun va faire son truc, va être sur son scratch.org, sur son VS Code, Git, et à la fin, on se connecte à la recette ou à la formation et on voit que tout est là, quoi. Et comme ça, tout le monde a fait un hands-on pratique sur le sujet et a son petit doc à côté pour retrouver comment faire le lendemain quand il a oublié. Et puis, des fois,
voilà, il y a quand même il y a généralement une personne qui est peut-être plus sachante pour répondre aux questions, ou je sais pas, on va donner un petit peu de temps de dispo pour dire, bah voilà, on vous laisse une semaine et puis revenez vers nous vendredi pour voir si on se fait un petit pool de questions pour voir ce qu'il y a, etc. Mais généralement, ça se fait assez simplement. Ça marche. Merci pour les informations. Est-ce que ça vous paraît plus clair? Est-ce que vous êtes un peu convaincu par rapport à tout à l'heure? Ou est-ce que vous dites non, 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 c'est impossible, laisse tomber, on ne va jamais le faire, en fait, c'est trop compliqué? Gros silence. Bon. Moi, j'ai été Ah, vas-y. Vas-y, Vas-y. Non, mais moi j'étais un peu sceptique, mais peut-être qu'on peut commencer par les bonnes nouvelles avant les mauvaises. Enfin, non, moi j'allais dire à peu près pareil, c'est juste que moi je suis tout seul sur Salesforce et j'utilise Ant Metadata, donc j'ai déjà une puissance autre que le Chainset. Je pense que SFDX est encore au-dessus, mais comme en plus notre org elle a déjà quelques années, 4 ans, je pense que ça va être compliqué aussi de passer à SFDX. Donc tout ça, je pense que quand l'équipe va grossir, j'y réfléchirai, mais étant tout seul pour l'instant, je pense que je vais rester. Mais en tout cas, c'était intéressant de savoir que SFDX continue à évoluer parce que je connaissais les Énormément, limites qu'il y avait au début. Ouais. Donc, c'était quand même super intéressant de savoir. Puis aussi, j'ai bien compris le côté GitHub et je pense que c'est là la grosse force de SFDX, de pouvoir avoir un backup et de faire tourner des tests. Tout ça. D'ailleurs, j'ai une question vite fait, désolé, sur les tests. C'est qui doit les mettre en place, ces tests sur GitHub? C'est l'équipe qui gère GitHub dans la boîte ou c'est la partie, les gens qui gèrent Salesforce qui mettent leurs tests et qui les font tourner? C'est plutôt les gens qui gèrent Salesforce qui vont les faire tourner. En gros, tu vas dire c'est toi qui dis, hein, quand je sais pas, je sauvegarde sur Git, on va dire, je commit sur Git, puis après tu vas dire, tu vas avoir des lignes de commande, tu vas dire fais ça, fais ça, fais ça. Donc tu vas dire, Ok. je sais pas, lance toutes mes classes Apex, lance des tests JavaScript si tu en as fait, lance ce que tu veux, quoi. C'est toi qui définis, mais ce que tu vas faire dans la CI, c'est uniquement lui balancer des lignes de commande qui va jouer au moment où tu lui as demandé. À charge à toi et à l'équipe Salesforce d'écrire des tests qui vont bien. Ok, ça marche, c'est clair. Côté PayFit, nous, on est convaincus, vu que Fabien, on se voit la semaine prochaine. Donc voilà, j'ai juste une question. Par contre, nous, on a pas mal de connexions autres avec du Ziora, avec d'autres applis internes. À chaque fois que tu fais une Scratch org, il va falloir que tu reconnectes du coup un Ziora de dev avec potentiellement, pardon, les environnements de test des apps externes, où ça, tu peux le récupérer de façon un peu automatique dans un fichier de conf. En fait, ça dépend. Il faut vraiment voir, déjà voir comment ça se passe aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une dev commune et tu vois, c'est setupé une fois et en fait, on ne rafraîchit plus en fait, ça se fait. La question, c'est plutôt si on a 2 environnements de dev, toi, tu en as un, moi, j'en ai un. Comment on fait pour que les 2 soient connectés au même environnement de dev de l'autre côté? Parce qu'il y aura peut-être des histoires d'ID qui vont se marcher dessus, des trucs comme ça. Donc, c'est un sujet qu'il faut creuser, qui s'automatise de toute façon. À voir déjà s'il y a si on a besoin, est-ce qu'il faut le bouchonner, est-ce qu'il faut avoir X environnement de l'autre côté de dev. C'est une question. Il faut voir à quel moment on en a besoin et est-ce qu'on en a vraiment besoin. Et dans tous les cas, c'est des choses qui peuvent se scripter. Donc, c'est comme un des trucs qu'on me disait souvent au début des SFDX, c'est ah ouais, mais quand je crée ma Scratch org, j'ai pas de données dedans. Ouais, mais quand tu crées ta sandbox, tu n'as pas de données dedans non plus. Donc, en fait, c'est juste que tu as la flemme de la rafraîchir et tu développes sur un truc qui est complètement décalé par rapport à la prod. Et c'est déjà une mauvaise chose. Peut-être qu'il faut prendre une journée pour scripter un truc pour charger les données, mais c'est un truc que tu aurais déjà dû faire avant et que tu ne fais pas. Bah là, finalement, c'est un peu pareil. C'est des choses qui peuvent s'automatiser, qui vont peut-être prendre un petit peu de temps au début pour aller se mettre en place. Mais entre guillemets, c'est que une bonne chose qui aurait peut-être déjà dû être fait et automatisé avant et qu'on fera que maintenant, mais qui est possible en tout cas. À peser le pour et le contre pour voir si ça vaut le coup par rapport au coût d'implémentation. Mais c'est faisable. Oui, et après, il y a des boîtes, je ne fais pas leur pub, hein, mais par exemple, Aude Backup a développé un truc qui te permet de scripter automatiquement l'envoi d'un set de données au bon endroit. Ouais. En fait. Ils te récupèrent un pourcentage de ta prod et te le rebalancent. Ouais, je me souviens. Exactement. C'est un exemple, mais il y en a d'autres qui le font. Et Salesforce le fait aussi, je crois. Hein. Ils ont un truc. Je sais pas, ils ont un truc de backup restore, mais je pense que c'est juste sauvegarde. Je suis pas sûr qu'ils chargent. Là, le truc, c'est de Own Backup, par exemple, mais encore une fois, je ne fais pas leur pub. Mais en gros, ils ont développé un truc où tu vas dire, je voudrais tel type de données, et il va te prendre toutes les dépendances,
Il va s'arrêter à la limite de ta scratch org, parce que tu sais, tu as des limites assez faibles en termes de nombre de records, en termes de taille et tout ça. Je crois que c'est 200 mégas de données, donc c'est très faible. De mémoire, globalement, si vous voulez savoir combien ça fait de lignes, un record dans Salesforce, ça fait 2 kilos. Ça fait quand même beaucoup de lignes, hein, mais quand même. Et donc, du coup, il y a pas mal de trucs qui font ça. Et nous, avant d'utiliser ce genre de système, en fait, on a des petits fichiers avec de la donnée dummy, quoi. Et on décide, quand on crée une scratch org, d'avoir cette donnée-là ou pas. Qu'on va juste de partir avec un set de tests, mais on ne part pas avec de la donnée de prod. Parce qu'en termes de RGPD, c'est un peu chiant, parce que du coup, faut que tu n'es pas supposé prendre des données personnelles, des vraies données, tu n'es pas supposé prendre des trucs de mail et tout. C'est un peu casse-pied si jamais tu étais contrôlé. Alors qu'en fait, si tu as un pack de dummy information, tu t'en fous, en fait, juste ça passe. Et juste de temps en temps, quand tu crées des nouveaux champs qui sont obligatoires, et ben, du coup, tu es obligé de changer ta donnée en rajoutant ce champ obligatoire. Mais ça, c'est la même chose pour. C'est la même chose pour tes classes de test ou des trucs comme ça, quoi. Et comment tu le gères justement ce script qui permet de populer automatiquement tes scratch org ou tes sandbox? C'est un petit morceau du script de TextAI qui fait ça. Donc du coup, je l'utilise en direct. En gros, on a fait ça avec Clément là, qui est là. Et en gros, ce qu'on a fait, c'est c'est des petits fichiers en fait JSON qui prennent cette donnée-là. Et en gros, tu vas dire, tu prends tel fichier ou tel fichier, quoi. Donc quand on lance le script, on a rajouté une option. Ou si on fait -d à la fin, ça prend la data et voilà. En fait, de point de vue utilisateur, ça se voit quasiment pas. Tu peux le faire aussi dans une classe Apex. Quand tu refresh une sandbox, tu peux lancer ta classe Apex à l'initialisation. Mais pour reprendre ton exemple de OnBackup, je sais aussi qu'ils ont un module d'anonymisation de données quand ils te repushent la data. Donc, c'est vrai que c'est pas mal. Je ne voulais pas faire toute la présentation d'OnBackup. Oui, effectivement, il y a pas mal de gens qui font ça. Ouais, ça peut être vraiment, vraiment utile, quoi. Donc voilà. Mais s'il fallait qu'on vous résume, c'est sûr que c'est vachement plus facile de le faire au tout départ. Les vraies raisons qui vont vous pousser à le faire, alors vous avez déjà une organisation, clairement, en fait, c'est si vous avez une équipe qui commence à grossir et ou si vous avez un outil. Quand je parle d'une équipe, c'est soit une équipe Business Ops, soit une équipe tout court qui est cliente de Salesforce et qui ne fait pas que du CRM. Et même d'ailleurs qu'en CRM, mais si vous commencez à avoir des process de vente complexes avec des validation rules, avec des process builders qui sont à droite à gauche, avec des flows un peu complexes, et ben là, vous allez commencer à vous dire, en fait, ça aurait été quand même bien qu'on fasse un suivi de version, ça aurait été quand même bien qu'on puisse revenir, quoi. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais j'imagine que vous le savez tous si vous êtes admin de Salesforce, mais les process builders vont disparaître à un moment donné, vont être tous remplacés par les flows. En fait, moi, je suis hyper content de pouvoir aller suivre les modifications au fur et à mesure, avoir un vrai process de développement vraiment costaud sur les flows, parce que en fait, on commence à faire des vrais trucs un peu gros, quoi. Et quand vous avez quelqu'un qui bosse pendant une semaine, très principalement sur un flow, je suis quand même hyper content de pouvoir backuper son travail au fur et à mesure, de pouvoir faire les tests au fur et à mesure, de pouvoir en fait toujours pas en prod, mais de le faire tester dans une autre organisation à quelqu'un d'autre qui, elle, l'autre personne a mis à jour avec les nouvelles métadonnées qui ont été passées en prod. Enfin, c'est un vrai process sur lequel on se sent hyper à l'aise, quoi. Genre là, quand on fait une mise en production et qu'on sort pas mal de modifications, on a fait des très très grosses modifications de genre de process et tout, sincèrement, c'est hyper rare qu'on ait un stress. La plupart du temps, tu es là, bon, bah ok, pas de problème. Enfin, juste on passe en prod, maintenant, enfin, les utilisateurs ont accès à la donnée, quoi. Aux modifications, je veux dire. Bon, en gros, on est motivé. Enfin, bref, on n'aurait pas fait cet atelier si jamais nous, on n'était pas à fond. Mais je ne me verrais pas du tout arriver sur une nouvelle organisation sans ça, quoi. C'est vraiment complexe. Et en lien avec ça, on a une idée du taux d'adoption à peu près de SFDX aujourd'hui et la stratégie de Salesforce derrière. Enfin, s'ils ont fait tout ça, c'est quand même pour faciliter l'expérience développeur, admin, etc. Est-ce que eux, ils ont un quelconque intérêt autre ou d'autres trucs dans la roadmap liés à ça? Enfin, est-ce que vous avez de la visibilité là-dessus? Déjà, ils continuent. Un des gros points noirs qu'il y avait, c'est qu'ils continuent à compléter les API qui manquent. Donc, ça, c'est plutôt cool. Déjà, ils ont fait un gros travail pour faire en sorte que les nouveautés qui sortent aient des API. Donc, boucher le trou déjà. Et après, compléter ce qui manque. Et après, ils bossent sur un truc qui est en pilote qui s'appelle DevOps Center, qui est une sorte de UI un peu pour gérer ça. Bon, j'avais participé au pilote, j'étais moyennement convaincu. À voir ce que ça va donner sur la phase de bêta. Mais c'était voilà, le même principe en fait, qui se basait sur le source tracking, qui se basait sur chacun son environnement de développement, voilà, avec du guide derrière de toute façon. Donc peut-être ce serait grosso modo une UI un peu plus sympa que VS Code, mais l'idée de tout ce qui est source tracking, Git, etc., je pense que ce sera toujours là, ils vont continuer à bosser. Donc ce n'est pas du temps perdu de faire ça, quoi. Il y a des très grosses boîtes qui bossent avec, genre Accenture par exemple, est un des très très gros acteurs qui alimente pas mal en fait le projet open source de SFDX, parce que c'est un projet open source. Et d'ailleurs, si vous avez envie d'aller vous amuser, vous verrez que souvent les issues du projet open source sont créés par Fabien.
globalement. Enfin, en tout cas, les dernières. Quelques-unes, mais On a eu quand même pas mal sur les derniers trucs. Et par exemple, Accenture a développé son propre plugin qui est un gros plugin qui permet d'ajouter pas mal de fonctionnalités en fait, à SFDX. Et du coup, il y a beaucoup de boîtes en fait, qui utilisent SFDX sans que le client le sache. Et dis-moi si je me trompe, hein, Fabien, mais pour moi, vous faites jamais de déploiement sans SFDX, même si le client ne va pas l'utiliser après. ouais, c'est ça. En tout cas, sur les nouveaux clients, donc ceux qui n'ont pas Salesforce, ceux qui ont Salesforce avant, la question se pose si l'orgue est énorme, si on a plusieurs équipes, etc. Par contre, les nouveaux clients, nous, on a un GitHub TechSec, donc au pire, on prend aussi GitLab. Des fois, GitLab, la version gratuite est assez bonne, on va dire. Donc, on peut avoir une petite CI, quelques comptes gratuits. Donc, c'est pas mal pour démarrer là-dessus. On va créer un GitLab / nouveau client. On va donner son nom. On va mettre ça dessus. On va faire nos déploiements automatisés. Et puis, le jour où on s'en va, eh ben, on donne les clés du GitLab gratos au client. Et il en fait ce qu'il en veut. Il ne le garde pas, il le garde, mais nous, au moins, on sait qu'on a été serein pendant notre phase d'intégration. Et tu n'as pas fait ça pour facturer de l'heure. Ça, c'est important. Au contraire. Non, parce qu'en fait, c'est limite transparent pour lui, tu vois. Ouais. Enfin, ça dépend, tu vois, ça dépend du niveau auquel on veut le pousser. Peut-être que si lui, il va le garder ou s'il va bosser avec nous, on va prendre du temps pour le former un peu. On va peut-être mettre un peu plus de temps dans cette intégration-là. Mais sinon, c'est du temps perdu au début, mais gagné pendant le process de dev.